Voilà, bonjour tout le monde. Merci à Thomas Urban pour l'invitation. Je me sens en effet très honoré de pouvoir vous présenter quelques concepts de base, une réflexion aussi de la notion du trauma et de l'addiction qui pour moi on doit les penser ensemble. Je suis très content d'avoir relativement beaucoup de temps. Donc j'ai présenté pas mal de slides et je vous remercie de me dire si on arrive à la fin pour que je puisse gérer en fonction du temps que ça prend. Et je réponds volontiers par la suite, je pense, après la pause, aux questions qui pourraient émerger chez vous. Voilà, donc trauma et addiction, pour moi, dans ma compréhension, depuis quelques années déjà, c'est vraiment les deux faces d'une même médaille au niveau de l'apprentissage implicite et explicite de la personne qui développe une addiction. C'est toujours en lien avec une gestion d'une adaptation vers un traumatisme non intégré pour moi. Et pour moi, là où il y a addiction, chercher le trauma, et là, il y a le trauma, chercher l'addiction. Et parfois, l'addiction n'est pas visible sous forme d'une prise de substance, mais ça peut aussi, ce que moi j'appelle une certaine rigidité comportementale, rigidité mentale, une certaine obsession dans le comportement qui pose problème aussi tôt ou tard. Donc je reviens avec cette définition de l'OMS, de la CIM 11. L'addiction se caractérise par un pattern de consommation de substances ou un comportement persistant, récurrent, qui entraîne comme vous le savez tous, une altération du contrôle, une priorité croissante accordée à la substance au détriment d'autres activités, et au final, on maintient ce comportement malgré l'occurrence de conséquences néfastes évidentes. Ça, c'est un peu les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre pratique clinique. Et je trouve important de débuter la journée avec ces définitions-là et de se poser la question au niveau collectif, quand on regarde l'humanité, dans quoi elle s'est engagée, très clairement, c'est plus en plus évident. Nous vivons d'une manière collective où on voit une perte de contrôle. On fait toujours plus de la même chose au détriment d'autres activités. Et on poursuit ce comportement néfaste. On voit les conséquences, je pense, humanitaires, écologiques, climatiques. Malgré ces conséquences-là, on n'arrive pas à arrêter ce comportement-là. Donc pour moi, clairement, la question doit se poser, est-ce que peut-être nous tous faisons partie d'une civilisation, d'une société qui porte les manifestations, le fonctionnement d'un trouble addictif traumatique, et comment on peut comprendre ça, parce que c'est certes une urgence sociétale et notre espèce risque l'extinction si on n'arrive pas à trouver des remèdes un peu par rapport à cette problématique. Mais pour aussi pouvoir creuser, pour moi c'est très important qu'on regarde un peu notre manière d'arriver à la connaissance, qu'on appelle ça, cette science-là, c'est l'épistémologie. De quelle manière j'établis formellement ou intuitivement une connaissance des choses que je crois savoir, et comment je gère le doute, la certitude et le fait qu'il y ait de nouvelles évidences. Et pour moi, c'est très important de rappeler que notre culture intellectuelle et surtout scientifique est très fortement, très clairement en lien, influencée par René Descartes. En France, c'est vraiment très important, culture francophone et mondiale aussi. Et Descartes, donc vous connaissez toute cette phrase cogito ergo sum, je pense donc je suis. Pour lui, c'était la pensée formelle qui est la base de la connaissance et de l'évidence même d'exister. C'est très important, et donc selon Descartes, on peut comprendre les mécanismes de la nature, de nous-mêmes aussi, et si on arrive à bien comprendre ça avec notre intellect, on peut même intervenir dans ce système-là pour en quelque sorte le réparer. Et pour Descartes, les animaux et en quelque sorte l'être humain aussi, et la nature et la société, c'était comme des machines. Et quand on comprend comment fonctionne une machine, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une partie
partie de cette machine qui est défectueuse, on peut le remplacer, et de cette manière-là, on peut pérenniser le système et contrôler et guider le système. Et pour moi, dans ma compréhension, c'est très clairement de ce que je vois à l'œuvre dans notre société, dans cette volonté, cette obsession de comprendre et de contrôler. Mais au final, avec ça, on a créé maintenant des machines qui sont plus intelligentes que nous. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on va devenir dans quelques années avec tout ça? Et pour moi, le matérialisme cartésien, au final, quand on vraiment pense ça jusqu'à terme, c'est une sorte d'idéologie qui vise l'immortalité. Parce que si le système est défectueux, on peut le réparer. Et si la planète Terre est défectueuse parce qu'on a trop de catastrophes, il n'y a pas de problème. On peut construire des machines pour aller sur d'autres planètes et continuer à vivre là-bas. Donc ça, c'est vraiment très important qu'on a conscience de quelle manière on construit notre connaissance du monde et de nous-mêmes. Et pour opposer à René Descartes, pour moi, c'est vraiment le scientifique qui m'a le plus influencé dans ma carrière scientifique à moi, c'est Jacques Panksepp. Je trouve qu'un addictologue devrait connaître cet homme parce qu'il fait des choses vraiment formidables. Et surtout, il a fait en faisant des recherches sur les animaux. Et donc lui a fondé un peu ce qu'on appelle affective neuroscience, ou alors la recherche neuroscientifique translationnelle, à savoir on observe comment fonctionnent les animaux et on peut déduire beaucoup de choses sur le fonctionnement humain. Donc il y a une sorte de continuum entre la biologie de l'animal et bien sûr notre propre biologie. Et Panksepp, il a donc défendu aussi scientifiquement qu'on peut seulement comprendre la complexité de la nature humaine et de la souffrance humaine si on s'intéresse au vécu ressenti. Donc, je ressens, donc je suis. I feel, therefore I am. Donc, il oppose l'émotionnalité à la rationalité critique de Descartes. Et donc, en quelque sorte, en faisant cela, on arrive à ce qu'on appelle la phénoménologie. La phénoménologie, c'est une discipline scientifique et philosophique qui met l'expérience du sujet qui veut comprendre au centre de la compréhension. Donc ça, c'est une autre manière épistémique pour arriver à une compréhension de qui nous sommes. Et donc, la phénoménologie, elle se focalise sur le moment présent chez l'individu, que ce soit un animal ou un être humain. C'est une continuité. Et donc, Jacques Panksepp, il a donc fait des recherches sur le comportement des animaux et il a défini plusieurs systèmes affectifs de base. Et je vous présente juste les deux systèmes les plus importants des grands-parents des émotions, des affects, basic affects on appelle ça. Il y a un système qui appelle le Panic Grief System, le système du deuil et de la panique. Et ce système s'active chez les animaux, chez les mammifères, chez nous, les êtres humains, à chaque fois qu'on a une perte ou une menace de perte de l'intégrité physique. On ne veut pas mourir de faim, on ne veut pas se blesser, on ne veut pas être attaqué, donc le système panique s'active. Une autre raison de l'activation du système panique quand il y a reproduction est menacée, à savoir qu'on attaque nos enfants. Donc, on veut défendre nos enfants. C'est l'intégrité par rapport à la reproduction. Et au final, et ça c'est très important, on observe ça aussi déjà chez beaucoup d'animaux, surtout les mammifères, qu'on a besoin d'appartenir à un groupe. Au groupe des autres, des pairs, on appelle ça en anglais. Les liens sociaux, c'est fondamental. Donc ça fait baser les trois besoins de base de tout animal, en quelque sorte. On peut même trouver ça chez les oiseaux. Ou alors, vraiment, c'est une sorte de fil rouge de l'évolution des espèces animales à travers l'évolution. Et la même chose, c'est juste l'autre côté de la médaille de ce fonctionnement, c'est le seeking system, le système de la recherche, de la quête en français. Et ça, c'est à l'opposé du panic grief system, ça s'active quand on a accès à la nourriture, quelque chose qui fait bien au corps, ça s'active, on se sent bien, ou alors
avoir des relations sexuelles, se procréer, c'est un besoin fondamental aussi, et au final, s'impliquer socialement, être entouré agréablement socialement, ça aussi, c'est toutes des choses qui activent le seeking system, et quand le seeking system est activé, c'est phénoménologiquement très agréable. À savoir, on a du plaisir, on est motivé, on est joyeux, et on passe une bonne journée. Et donc, en quelque sorte, ces deux systèmes, on voit très bien la fonction ici au milieu. Ça sert bien sûr à garantir la survie de l'individu et de l'espèce. Si on fait toutes ces choses-là, on évite les choses qui menacent notre intégrité et on se rapproche des choses qui sont bien pour notre survie. Et comme ça, on a une bonne espérance de vie et on contribue à ce que notre espèce va se progénérer. Et donc ça, c'est en quelque sorte la base de l'algorithme, qu'on peut vraiment appeler ça un algorithme de l'émotion, de l'affect. Pourquoi c'est pour nous guider dans la vie, et tous les autres affects sont un peu des sous-algorithmes de ces deux grands-parents. Notamment, donc, il y a la peur, la colère, l'excitation sexuelle, lust. Il y a à peu près 8 basic affects que je vais pas aller en détail, mais c'est bien de connaître ça. Et juste au niveau neuroanatomique, vous connaissez tous le système seeking, vous avez déjà entendu parler en tant qu'addictologue, on appelle ça aussi le système de récompense. Ça, c'est un autre concept d'appeler le système de récompense le seeking system. C'est un peu plus une vision translationnelle. Le seeking system, comme vous le savez tous, a sa base dans le VTA, Ventral Tegmental Area, ici, dans la partie médiane du mésocéphalone, et ça a des afférences, comme vous le savez, vers le noyau accumbens et surtout le cortex préfrontal. Et donc, le système qui carbure dans le neurotransmetteur qui est actif dans ces systèmes, c'est la dopamine. C'est la neurotransmission dopaminergique et on connaît bien ça dans les addictions. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est pourquoi j'insiste beaucoup ici, c'est le panic grief system. Le panic grief system, ça se trouve autour du quatrième ventricule dans le mésencéphalone. Donc c'est cette canal aqueductal ici qui va longitudinal à travers la structure du cerveau. Et autour de ce canal-là, il y a des cellules grises, donc des neurones, et on appelle ce canal le periaqueductal grey, la substance périaqueductale grise en français. Et c'est très important de rappeler, d'indiquer que le neurotransmetteur principal de cette structure-là, de ce système-là, ce sont les opiacés, les endorphines endogènes. Donc ce système du PAG, ça signale un signal de menace vitale. S'il y a une alerte au niveau du PAG pour la personne, c'est une attaque de panique horrible, une angoisse de mort, et elle est prête à tout faire pour trouver une solution pour sortir de cet état-là. Et cet état-là, ou l'équilibre dans ce système, l'homéostasie, correspond à un équilibre harmonieux entre la présence d'opiacés et les récepteurs opiacés dans ce système-là. Et donc, Panksepp, il a découvert un peu ce système en faisant des études sur les mammifères, et il a donc fait un protocole d'expérimentation où, très simple, il a créé quelque chose qu'on appelle separation distress, stress de séparation, et ça constitue tout simplement à séparer un nouveau-né de sa mère. Et quand on fait ça, on observe chez la mère et chez le nouveau-né une réaction de panique très forte, qu'on peut mesurer. Il y a des cris, il y a de l'activation psychomotrice, il y a des pleurs, on peut mesurer ça, il y a des vocalisations, on peut mesurer ça pour dire que les deux individus sont en état de stress maximal. Et qu'est-ce qu'il a constaté quand on induit un état de stress de séparation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser cet état-là? Et donc, il y a plusieurs options. L'option la plus évidente, c'est de ramener la mère et l'enfant, et ça va se calmer en quelques secondes.
tout de suite. Si la mère n'est plus disponible parce qu'elle est malade ou décédée, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chercher une mère de substitution, à savoir une personne gentille, qui s'occupe de l'enfant, qui le prend dans le bras, qui va le rassurer. Et ça va aussi amener un apaisement de cette réaction de panique. Moins bien que la mère, mais quand même. Et si on n'a pas de mère de substitution à disposition, s'il n'y a personne qui s'occupe de cet enfant-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment ça la découverte de Panksepp, le système, les substances qui sont les plus efficaces de toutes les substances qu'on connaît sont les opiacés. Donc on sait que le lien, l'attachement vraiment fondamental entre mère et enfant et aussi entre les êtres humains, ce sont des phénomènes opiodergiques. Donc c'est transmis, c'est signalé au niveau cérébral par les opiacés, je suis en lien, je suis en sécurité, je vais bien. Ça, c'est tous des phénomènes opiadergiques, très importants. Et aussi très important, pour rassurer une personne en détresse, que ce soit un oiseau, un être humain ou un animal, c'est le toucher, prendre les gens dans le bras, avoir un contact physique, très important. Les paroles ne suffisent pas, c'est vraiment le toucher qui est important. Et donc, après, Panksepp, et ça c'est à peu près la publication la plus célèbre de lui, Science 2023, il a comparé le système de la détresse, de la dépression sévère chez l'être humain, quelles sont les zones du cerveau qui sont activées chez une personne gravement déprimée, sadness, et quelles sont les zones du cerveau activées dans un animal, guinéen, pig, je manque le mot français en ce moment, qui vit un état de stress de séparation. Et quand on compare les deux systèmes qui sont activés, on constate que c'est la même chose. Donc ça veut dire, une dépression, on peut le conceptualiser comme un état de stress-séparation et au niveau du vécu de la personne, phénoménologique, ça correspond à une perte de connexion. J'ai perdu le lien avec mes proches, avec mon groupe, avec le monde, et ça fait très très mal. Et parce que c'est une menace, c'est parce qu'un besoin vital n'est pas satisfait et nous avons besoin de l'adhésion au groupe pour survivre. Donc c'est très important de comprendre ça parce que dans notre société, on a l'impression que pour que les gens sont contents, ils ont besoin de nourriture et un toit et des habits, et on pense que quand on fournit ça, c'est bon, on a fait notre travail, mais non, il y a un troisième besoin fondamental, c'est l'appartenance au groupe. Et tant qu'on n'a pas aussi agi sur ce point-là, les gens ne vont pas aller bien. Il faut avoir du lien et du sens. Très important. Et donc, encore pour illustrer ça, l'importance du système opiacé, je vous montre ici un PET scan du cerveau où vous voyez dans les couleurs, quand c'est jaune, orange, brun, il y a une haute densité de récepteurs opiadergiques, d'endorphines, et dans les zones vertes, il y a peu. Donc, quand on peut lire ça comme ça, vous voyez donc des régions avec beaucoup de brun. C'est là où en gauche, avec le cercle bleu, ça c'est le cortex préfrontal. C'est la manière, c'est ça où on va se décider, il y a notre motivation qui prend forme, cortex préfrontal, beaucoup d'opiacés. Une autre région, c'est en haut à droite le cercle rouge, ça c'est l'insula. L'insula, c'est comment on va se sentir dans son corps. Est-ce que je me sens bien, en sécurité? Est-ce que j'ai des douleurs? Là aussi, beaucoup d'opiacés. Et la troisième région que je veux souligner, c'est le cercle à gauche en jaune. Ça, c'est la région que j'ai mentionnée il y a quelques minutes, c'est le PAG, la substance grise périaqueductale, donc qui est très profond, et on peut là aussi beaucoup d'opiacés. Et on peut dire que là, c'est vraiment le sens profond, je suis en sécurité, je vais bien, ou alors pas. Et quand le système est équilibré, la personne se sent bien, en paix, tranquille, joyeux. Et quand il y a un déséquilibre au niveau de la disponibilité opiacés et récepteurs, la personne
elle est en panique et c'est tellement grave, et ça vous connaissez de vos patients qui sont dans une situation de sevrage, sevrage opioïdergique, c'est une alerte massive, angoisse de mort, et les gens sont prêts à tout faire pour sortir de cet état-là. Et Jacques Panksepp, et ça je trouve vraiment formidable, il a très important, il a formulé un peu sa compréhension de qu'est-ce qui est important pour l'être humain. Qu'est-ce qui explique qu'on va bien ou pas bien? Et il dit, ça c'est l'hypothèse des opiacés cérébraux dans le lien social. La recherche, l'établissement et le maintien des liens interpersonnels constituent la motivation plus forte de l'être humain et sa principale source de bien-être. Donc notre bien-être est corrélé à la présence ou l'équilibre des opiacés dans notre système. Très important. Et maintenant, on arrive un peu à un peu plus de subtilité, granularité clinique, parce qu'il y a peu de recherches sur le système d'opiacés en psychiatrie, ce que je regrette beaucoup. C'est des substances stigmatisées. On a toujours associé ça à la douleur, mais pas au bien-être et au lien. Et donc là, c'est une des rares études qui était faite pour voir quelle est la répartition, la présence des opiacés chez les personnes borderline. Et on a constaté que chez les personnes borderline, on constate un déficit de cet équilibre des opiacés et des récepteurs qui est profond, qui est acquis à cause des expériences de vie et qui contribue, selon cette compréhension-là, à la difficulté de ces personnes de se réguler et aussi à la tendance de certaines personnes qui ont ce type de problématique à consommer des substances de type opiédergique. Parce qu'il y a un déficit dans ce système qui demande à être substitué. C'est comme la personne qui n'a pas reçu le soin, le toucher par la mère ou par les parents ou par la société. Elle va grandir avec un déficit exactement à cet endroit-là, et ce déficit va demander pendant toute la vie, tant que c'est pas guéri, si on veut, à être substitué. Et donc les gens vont chercher de manière frénétique des relations dans lesquelles ils vont essayer de retrouver ça. Souvent, ils vont engendrer d'autres problèmes avec, ce n'est pas une solution. Ou alors ils vont prendre des substances. Parce que ça, en quelque sorte, et dans ma compréhension, c'est une sorte de thérapie causale presque, ou tout à fait cohérente, de prendre des substances qui vont atténuer un déficit, un déséquilibre exactement là où il est réellement. Donc c'est important de savoir qu'on sait qu'il y a une problématique de corrélation entre maltraitance ou négligence relationnelle tôt dans la vie et l'occurrence de certains troubles psychiatriques, post-traumatiques larges, borderline, et la tendance de ces personnes à se substituer eux-mêmes avec la substance qu'ils manquent cruellement, et que le système philologique dont on a besoin, très important. Je mets encore une autre étude intéressante par rapport aux opiacés, c'est la crise suicidaire. Donc vous connaissez aussi, vos patients sont en crise suicidaire, vous savez parfois pas quoi faire, juste les hospitaliser ou les médiquer lourdement. Et dans la compréhension de Panksepp, la crise suicidaire, c'est pas la personne elle veut pas mourir, c'est pas ça le but, mais tout simplement elle ne veut pas autant souffrir. Et donc, la crise suicidaire est un état de douleur psychique ingérable qui pousse la personne à avoir des tendances suicidaires pour trouver soulagement, en quelque sorte. Et je pense que vous pouvez tous confirmer quand vous parlez avec vos patients, c'est une sorte d'échappatoire de désespoir, en quelque sorte. Et bien sûr, si on a compris ça comme ça, on peut aussi se poser la question pourquoi on ne donnerait pas des opiacés dans la crise suicidaire? Parce que ça serait une thérapie causale qui atténue la douleur et qu'on peut aider les personnes à survivre. Et bien sûr, par la suite, il faut bien sûr s'en occuper pour les raisons pourquoi ils sont autant en crise. Mais le premier but devrait être déjà aider à la survie. Donc il y a un groupe de chercheurs israéliens qui ont fait une étude justement par rapport à ça. Ils donnaient de la buprenorphine, que vous connaissez tous, à des personnes en crise suicidaire à l'hôpital, et bien sûr, ils ont constaté que l'idéation suicidaire s'est nettement réduite en rien du temps. Et donc c'est une manière très efficace, à mon avis, de prescrire des opiacés à des personnes en crise suicidaire. Sauf, on ne le fait pas,
On ne le fait pas en psychiatrie. À mon avis, on pourrait sauver des centaines de milliers de vies chaque année si on faisait ça, mais on ne le fait pas parce que ce sont des substances stigmatisées. Et on a tous peur de rendre addicts des patients, et bien sûr, c'est une complication qui est sérieuse, que tu vas voir. Mais moi, je trouve que c'est une sorte, on doit avoir une sorte d'évaluation des dommages à court et à long terme. Et moi, je dis toujours, peut-être phénoménologiquement, au niveau des valeurs de la société, il vaut mieux aider une personne à survivre une crise très douloureuse et prendre le risque que peut-être une certaine de ces personnes vont développer une addiction et que je l'accompagne et je les traite là-dedans, dans ce processus, que de laisser la personne sans protection vis-à-vis de sa douleur et elle va se suicider. Parce qu'il faut aussi savoir, pour chaque suicide, il y a peu de chiffres clairs là-dessus, mais 13-14 personnes qui sont eux-mêmes traumatisées par le fait qu'un proche se suicide. Donc pour réduire cette charge traumatique par la souffrance, qui par la suite ça fait des vagues dans l'entourage, peut-être on devrait aussi s'ouvrir à ce genre d'approche pour dire pourquoi on ne s'intéresse pas en psychiatrie de manière générale et pas seulement dans les addictions à l'utilisation des opiacés. Il y a de temps en temps des articles de revue qui parlent de cela. Donc, c'est vraiment des concepts que je présente ici qui sont bien établis en neurosciences, le système des opiacés et la souffrance et tout ce qu'on pourrait faire. Mais il y a très peu de recherches parce que ce sont des substances stigmatisées. Une autre application des opiacés que je trouve important à mentionner, c'est la prévention post-exposition traumatique pour prévenir le développement d'un état de stress post-traumatique chez les personnes qui ont vécu un traumatisme. Là, il y a très peu des études aussi, mais notamment l'étude de Holbrook, là, la troisième, où ils ont regardé les personnes qui ont reçu de la morphine aux urgences. Quel est le risque de ceux-là de développer un PTSD par rapport à leur traumatisme qui les a menés aux urgences par rapport à ceux qui n'ont pas reçu de la morphine. Et l'étude montre que les personnes qui ont reçu de la morphine, souvent en raison des soins somatiques, ils ont un risque nettement diminué de développer par la suite un PTSD. Et c'est évident parce que le trauma est défini comme une surcharge des capacités intégratives du moment de la personne. Donc si la personne est trop envahie par la douleur, par le stress, par la panique, et elle ne sait pas gérer ça, ça va être encapsulé dans un état dissociatif qui par la suite peut devenir un état dissociatif post-traumatique. Et pour prévenir ça, ce sera utile, et peut-être dans quelques années on va le faire, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, on va donner des opiacés à toute personne qui arrive traumatisée physique ou psychologique aux urgences pour l'aider à surmonter le stress. Mais encore une fois, il n'y a quasiment pas d'études là-dessus. Et il n'y a pas d'études parce que ce sont des substances extrêmement stigmatisées. Et chez nous, donc chez moi aussi, il y a encore cette image qui est présente dans ma représentation. Les drogues, c'est des hameçons, et ils sont des substances un peu méchantes parce que quand on les prend dans la bouche, à un moment donné, ça va crocher, on reste accro. Ça, c'est un peu l'image qu'on a. C'était véhiculé dans le Times Magazine, qui est encore très profondément ancré dans nos croyances aussi des professionnels sur les addictions. À savoir, ce sont des substances qui sont méchantes, et si une personne prend trop souvent ces substances, elle va devenir accro. Donc, la prévention qui en résulte, ça veut dire on va interdire ces substances et comme ça, le problème est réglé. Sauf aujourd'hui, on sait que c'est pas si simple, c'est pas si unidirectionnel, c'est beaucoup plus complexe. Donc juste pour illustrer ça, je ne vais pas trop aller dans le détail. Il y a donc une étude qui date déjà une trentaine d'années qui montre bien sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui prend de l'héroïne ou qui prend de la cocaïne. De loin, pas tout le monde va devenir addict. Donc à gauche, il y a des prévalences 70, 90%. Après, ça descend, donc dependence among users nettement. Mais bien sûr, une certaine partie qui, par moment, va peut-être avoir une dépendance. Le tobacco à 30%, c'est le plus élevé de toutes les substances. Après, il y a l'alcool 15%, et les autres aussi à peu près 15%. Après,
On peut critiquer ces chiffres, ces méthodologies, mais juste pour, bien sûr, pour vous rappeler, il y a de loin pas tout le monde qui, parce qu'elle prend une substance, va développer une addiction. Et une autre chose, c'est très important, c'est aussi par rapport à la crise des opiacés aux États-Unis, c'est vraiment cette problématique de la stigmatisation. Hein. Et donc cette recherche d'un groupe de chercheurs aux États-Unis qui ont dit très clairement, tant qu'on n'a pas adressé, donc traité le problème de la stigmatisation de ces substances-là au sein de notre communauté aussi de professionnels ou de la société, on ne trouvera pas de sortie à la crise des opiacés aux États-Unis et dans le monde. Parce que le stigma, c'est un peu, selon eux, c'est l'oxygène qui alimente le feu de cette épidémie, hein, de cette problématique mondiale. Hein. Et après, ils expliquent dans cet article que je recommande vraiment de lire que, et ça va c'est très en lien avec le modèle de la dissociation structurelle traumatique, le syndrome de Stockholm, qu'il y a des projections qui sont faites pour donner une certaine explication sur un problème qui est arrangeante, hein, et que quand ces explications sont toujours répétées hein, de manière consciente et inconsciente, ça finit par devenir des croyances largement partagées, même par les victimes. À savoir, au final de cette stigmatisation qui se manifeste, par exemple, stigmatisation publique, hein, les stéréotypes sur les personnes addictes, la prétendue dangerosité, leurs échecs moraux, et ça va par la suite générer des attitudes négatives vis-à-vis de ces personnes chez tout le monde. Hein. Ça, c'est le premier. Après, la stigmatisation appliquée, c'est le fait que ces gens, puisqu'ils sont mauvais, ils sont moralement inférieurs, ils vont recevoir un traitement moins bon que les autres, hein, parce qu'ils ne méritent pas. Hein. Donc, il y a déjà une stigmatisation appliquée. Par la suite, ça va plus loin. La stigmatisation est donc suivie d'une stigmatisation anticipée, hein, que les usagers eux-mêmes, les personnes addictes eux-mêmes, ils savent un peu ce qui les attend. Hein, donc, ils vont déjà anticiper, si je me rends aux urgences, je ne vais pas être traité comme la personne qui a un accident de ski. Hein, on va me traiter autrement. Donc, elle a déjà intégrer cette stigmatisation de son côté. Et au final, la personne addicte qui vit avec ces stigmas au quotidien, elle va, et ça c'est la chose la plus grave, mais vous le connaissez tous, stigmatisation intériorisée, lorsque les humains ayant une identité stigmatisée en viennent à accepter leur statut dévalorisé comme valable. À savoir, je suis en effet inférieur, j'ai un problème de maturité morale, et c'est normal que je ne suis pas bien traité, et c'est normal qu'on me traite comme ça. Hein. Donc ça aussi, vous allez voir, ce sont des mécanismes d'adaptation aussi des victimes dans la dissociation structurelle qui font qu'on va finalement s'identifier avec la maltraitance. Et ça, on voit très clairement aussi chez des personnes addictes. Hein. Et ça, c'est une des raisons pourquoi moi je suis convaincu, on peut contrôler comme on veut par des lois, par les restrictions, la documentation, l'accès aux substances psychoactifs et les opiacés, mais on ne va pas résoudre le problème avec ça, tant qu'on n'a pas regardé ce problème-là. Et ça aussi comme rappel, probablement vous connaissez tous cette étude David Natch, qui a fait une bombe il y a 15 ans à la publication, qui compare la dangerosité objectivable de toutes sortes de substances sur le plan haut, en bleu, harm to users, pour les personnes qui les prennent, hein, et en bas, en rouge, toute la société vers la société de tous les autres. Hein, et que selon cette évaluation multi-axiale, multifactorielle, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que de toutes les substances qu'on connaît qui sont accessibles, l'alcool est clairement la substance la plus dangereuse, hein, qui fait le plus de dégâts. Et après, ça diminue, et à droite, on a comme la buprenorphine, la LSD, ecstasy et les magic mushrooms. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un décalage évident et criante entre de ce qu'on sait aujourd'hui, de la dangerosité, soi-disant, des substances, et de l'application des lois
et de la réglementation en lien. Moi, je suis d'avis qu'une molécule ne peut pas être méchant. Ça peut être bon ou mauvais. Une molécule, c'est une molécule. Et après, il se passe des choses autour qui font qu'il y a des effets individuels et macro-sociétals qui posent par la suite problème. Et on doit s'intéresser à ces mécanismes. Et donc, peut-être vous connaissez Carl Hart, ce chercheur qui s'est intéressé donc à la crise du crack cocaïne il y a 30 ans aux États-Unis, parce que ça concernait sa propre population, des personnes de couleur. Et quand il a fait les recherches, il est arrivé à la conclusion que ce n'est pas la cocaïne qui est le problème, mais c'est toute cette stigmatisation et les lois, comment on punit les gens, l'attitude dans la société, et qu'il dit que c'est quand même un prix énorme qu'on paye avec toute cette souffrance, tous les problèmes, parce qu'on ne veut pas regarder les vrais problèmes ou les vrais facteurs constitutifs au niveau sociétal. Et pour moi, je trouve très important, donc Carl Hart a écrit un livre un peu d'information au public. Il faut expliquer au public, aux jeunes, aux adolescents, aux jeunes adultes, les avantages, les désavantages de chaque substance. Parce que si on va juste dire ne faites pas, say no to drugs, ça ne marche pas comme ça. On a essayé dans les années 80, mais la politique en matière de drogue, la war on drugs qu'on a connue depuis les années 70, est un échec. Très clairement. Et donc, c'est important d'informer de manière adéquate le public. Et il y a des livres comme Carl Hart ou alors en Allemagne, Heisein, ein Aufklärungsbuch. Et malheureusement, à ma connaissance, je peux rechercher ça, il n'y a pas un tel livre en français pour l'instant. Ça, c'est en France encore une société très restrictive par rapport à la connaissance neutre sur les substances, parce qu'il y a toute cette appropriation par l'idéologie politique. Et je rappelle ça juste en contexte tout récent. Donc, cette semaine dans le journal, cette association dont je suis membre a fait un tour un peu d'information publique dans plusieurs villes en Suisse. Et je trouve très bien et très courageux de Michel Huissou, qui était l'ancien contrôleur des substances de la fédération, qui s'affiche dans les journaux en disant « Moi, j'ai pris de LSD et ça m'a fait du bien ». Donc ça j'espère, ça va amener à un regard beaucoup plus différencié, instruit, informé sur la phénoménologie et l'utilité et la raison pourquoi les gens prennent des substances. Et ce n'est pas juste des mauvaises molécules. Et je rappelle ce colloque qu'on a eu il y a 2 ans, il y a Barbara aussi qui était là, au CHUV, il y a 2 ans, où il y avait un grand responsable de l'OMS qui était sur un colloque au CHUV sur la légalisation des substances, le contexte droit, et il a dit, et j'adhère complètement à cette opinion-là, le véritable problème fondamental de la crise mondiale des addictions est la prohibition des substances appelées drogues. Pour sortir de cette crise, il faut légaliser l'usage de toutes les substances, mais bien sûr, ceci associé à une régulation de l'État qui doit assumer sa responsabilité, et une éducation de la population, qu'on doit instruire la population et de quelle manière gérer cet état de fait, qu'il y a des substances psychoactives dans le monde. Et moi, je suis d'avis qu'avec un peu de recul, il est clair qu'on vit encore très clairement dans un régime de prohibition comparable aux années 20 aux États-Unis. Et quand on a compris ça, on voit aussi que les seules entités sociales qui profitent des lois en ce moment, c'est le crime organisé. Les policiers sont épuisés, les thérapeutes ont plus qu'assez de travail, les juges sont débordés par les dossiers, c'est le chauve-souris autour des gares. Tout ça va peut-être disparaître si on change les lois pour permettre que ça devienne des substances qui sont contrôlées par l'État, qui ont un prix fixé par l'État, que le prix intègre aussi les coûts de traitement comme une assurance pour la voiture qu'on doit tout contracter. Pourquoi on ne fait pas ça avec les substances psychoactives, Et si donc on doit trouver de nouvelles approches par rapport à cette problématique-là au niveau de la loi. Parce que le régime de prohibition qu'on connaît encore aujourd'hui, comme je le dis, les seuls profiteurs sont le crime organisé.
Et donc là, c'est un peu cette interaction biopsychosociale qui, pour moi, remplace le hameçon que je montrais tout au début par un modèle où on parle de cage. La personne est captivée dans quelque chose qui est bloqué du côté biologique, il y a un problème, du côté social, il y a quelque chose qui est problématique, et au niveau psychologique aussi à l'interne. Et tous ces facteurs sont enchevêtrés et la personne est vraiment bloquée dans quelque chose qui est phénoménologiquement très désagréable. Et il s'agit de sortir de là, et je vais vous présenter encore plus d'informations par rapport à ça. Donc je vous invite à vraiment vous intéresser à la psychotraumatologie. Je suis quand même un peu parfois choqué de réaliser qu'on utilise encore en PSYS, en 2026, le ICD-10, souvent dans les rapports AI, pour les assurances, ou même dans la communication entre nous, entre collègues, souvent on utilise le ICD-10. Et le ICD-10 ne tient pas en compte des choses qu'on sait aujourd'hui par rapport à la nature du trauma et les manifestations traumatiques réelles cliniques. Et je parlais trop dans le détail, mais il faut s'intéresser au diagnostic qui est clairement établi depuis quelques années, mais trop peu encore diagnostiqué, le CPTSD, le PTSD complexe. Je vous ai ici à gauche résumé un peu les points cardinaux pour établir ce diagnostic, mais à mon avis, on peut le trouver aussi chez d'autres personnes qui n'ont pas encore eu un diagnostic traumatique, mais avec un regard clinique subtil et fin, on retrouve souvent ça quand même. Et je rappelle quand même qu'on pense que la prévalence du CPTSD dans les populations, dans les suivis psychiatriques, c'est 50%. Et donc, c'est un diagnostic qui est là, qu'on peut observer, mais qui est largement sous-diagnostiqué. Et ça pose problème. Maintenant, je pourrais expliquer un peu la phénoménologie ou le mécanisme de base des troubles post-traumatiques et dissociatifs de manière générale. Je prends toujours cette image qui peut être choquante pour vous, mais c'est ça un peu le travail que font les thérapeutes et les patients. Donc, si on veut vraiment intégrer, guérir de ces troubles-là, il faut vraiment chercher là où ça fait mal, où c'est très moche. Et ça nécessite beaucoup de courage de la part des patients, de la part des thérapeutes. Et ça nous amène aussi à nous-mêmes, parfois en tant que thérapeutes, de vouloir éviter ce travail pénible. Donc c'est ça la dialectique du traumatisme psychique. Certaines horreurs sont trop extrêmes pour qu'elles puissent être dites sans l'indicible. Les atrocités, pourtant, refusent d'être enterrées. Cette dichotomie, cette dialectique entre on veut oublier, le patient veut oublier, le bourreau veut oublier, la société qui n'a pas agi veut pas, tout le monde veut oublier. Et qu'est-ce qu'on fait? On met un grand sac de sable, on va couvrir le cadavre, pour dire on oublie. Et on croit que le problème est réglé comme ça. Mais ça, c'est le côté évitement, typique pour le trauma. Et de l'autre côté, il y a le côté intrusion. Un traumatisme non intégré, il va toujours réémerger tant qu'il n'est pas intégré. Et c'est ça, à mon avis aussi, que dans mon regard un peu sur le collectif, je suis d'avis que notre société addictive est profondément traumatisée, et ça depuis quelques milliers d'années, par un enchaînement transgénérationnel de maltraitance qui n'est pas intégré et qui continue à s'accumuler. Et à mon avis, tant qu'on n'a pas regardé cette réalité-là, qui fait très mal à voir, on ne trouvera pas de solution à la crise collective. Donc ça, c'est le modèle de l'intégration normale. L'intégration, ça veut dire j'ai un peu le regard sur tout. Je peux tout voir, je peux aller là, surtout dans les souvenirs. Je peux me souvenir de ça et ça pose pas de problème. Et je peux utiliser mes souvenirs pour anticiper le futur. Et je suis pleinement ancré avec ma conscience du moment dans le présent. Ça, c'est l'intégration normale que je souhaite à toute personne. Mais à mon avis, on est très rarement là. Ça, c'est le modèle de la dissociation structurelle, et ça, c'est vraiment, pour moi, un modèle extrêmement important pour la clinique psychiatrique et en psychothérapie, pour comprendre comment les symptômes aussi que les gens développent sont nécessaires pour survivre.
dans une situation de maltraitance. Donc ça, c'est le modèle qui dit il y a une partie des souvenirs qui n'est pas accessible à la mémoire du moment, à la conscience, parce que cette information est trop pénible. L'organisme a dû la mettre loin dans une dissociation. Et si la personne veut se souvenir, ça les flèches vertes, elle bute, elle ne peut pas y accéder, c'est trop pénible. Par contre, donc ça c'est l'évitement, on évite de manière inconsciente de se souvenir des choses trop pénibles. Par contre, de l'autre côté, il y a les éclairs, et ça c'est l'intrusion qui se manifeste sous attaque de panique, crise dépressive, prise de substance, crise relationnelle, tristesse profonde tout d'un coup, et la personne, elle doit gérer ça au quotidien sans pouvoir vraiment expliquer qu'est-ce qui lui arrive. Parfois, on subit ça, et elle a beaucoup de peine à mettre toute son énergie pour vivre le moment présent, parce qu'elle est usurpée à gérer un peu toute cette charge traumatique du passé. Et tout ça, ça fait que ces personnes sont tellement épuisées qu'on a la peine à anticiper l'avenir ou même le lendemain. Donc peut-être la procrastination qui fait beaucoup de problèmes à beaucoup de gens est peut-être un symptôme aussi de cela. Donc on appelle aujourd'hui cette partie qui est encapsulée et qui s'active par moments avec des émotions très fortes, très éprouvantes, attaque de panique, tristesse, colère. On appelle ça la partie émotionnelle, EP, on l'appelle. Et l'autre partie, c'est très important, jaune, qui gère le quotidien, qui est en lien avec le quotidien, c'est la partie apparemment normale. Et celle-là, vous allez la voir en consultation. C'est elle qui va prendre des rendez-vous, qui paye les factures, qui travaille, qui s'occupe des enfants et qui prétend que tout va bien. Et c'est pourquoi c'est très important d'appeler ça pas la partie normale, mais c'est la partie apparemment normale. Elle paraît normale, mais elle est autant affectée par le problème que la partie émotionnelle. Et c'est pour ça qu'on parle de structure. Ce qui fait peur dans ce modèle, on parle de structure, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie saine. Dans ce qu'on appelle normal et positif, quand on regarde vraiment de près, on voit c'est un mécanisme, un fonctionnement de compensation pour permettre à la personne à survivre. Mais ce n'est pas la normalité. Et dans les addictions, j'ai souvent observé cet enchaînement un peu tragique que vous avez un patient traumatisé, dissocié, vous allez en contact, en entretien avec une personne comme ça, vous êtes le thérapeute, vous êtes la société, et ça va activer chez la personne déjà le fait qu'on vous voit, qu'on va la voir parler avec elle, parfois ça active déjà la partie émotionnelle sous forme d'irritation, crise de colère ou mécontentement. Donc vous allez voir parfois émerger des choses difficiles dans la relation thérapeutique. Et quand vous posez des questions sur l'anamnèse, les traumatismes de l'enfance, souvent les gens disent il n'y a rien eu, c'est une enfance normale, ou ils sont fâchés. Pourquoi me poser ces questions-là? Parce que j'ai déjà tellement parlé avec d'autres thérapeutes, il n'y a rien à dire, on a déjà tout réglé. Donc évitement. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous allez vraiment au noyau de la souffrance et du problème de la personne, il y a un blocage. Ou alors, vous allez déclencher une émotion très forte, décompensation même, et que, bien sûr, vous ne voulez pas non plus vivre ça dans votre consultation trop souvent. Et ça, tragiquement, ça amène quoi? Donc cette partie émotionnelle qui s'active sous forme de colère ou crise dépressive, consommation, rechute. Ça fait quoi? Malheureusement que, au final, dans beaucoup de thérapies, on établit une alliance avec la panne seulement, avec la partie apparemment normale, et on met de côté la partie émotionnelle parce qu'elle fait du bruit, elle dérange, elle est fatigante à gérer. Et en addictologie, souvent, quand la partie émotionnelle émerge, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la méthadone, la Subutex, les médicaments, les neuroleptiques pour que ça se calme. Et donc, malheureusement, dans le paradigme psychiatrique contemporain, on soutient et on approfondit la dissociation traumatique structurelle de nos patients. Parce que la partie émotionnelle, qui est un peu la partie qui dit, regarde, là, il y a quelque chose d'important, de traumatique, il faut regarder ça aussi, on ne sait pas quoi faire avec. Et on a le réflexe de la faire taire. Et ce qui est dramatique aussi dans les
dans la thérapie de réinsertion, on veut que travailler avec la panne aussi, la partie apparemment normale. Hein. Ah oui, on va trouver un job pour vous. Ah oui, vous allez refaire comme avant. Vous avez plein de ressources. Hein. Donc, on va applaudir cette partie qui prétend être normale, mais qui fait toujours de l'exorcisme vis-à-vis de la partie émotionnelle. Hein. Ça, c'est le paradigme psychiatrique actuel, malheureusement. Juste encore un exemple de la phénoménologie d'une personne, non, peut-être que vous avez tous vu, donc une femme qui vient me voir, elle va pas bien, elle a des pensées, je ne suis pas importante, je suis incapable, je ne mérite pas d'être aimée, ça c'est les pensées, les émotions qui vont avec, je me sens misérable, hein, elle est triste, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle consomme de l'alcool, elle prend des substances, elle est toujours active pour se distraire de cet état de choses, hein, de cette phénoménologie-là. Et vous la voyez 2 semaines plus tard, elle dit bah, tout va bien, je ne sais pas ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines, je suis une femme forte, à succès, je fais tant de choses, tellement de gens qui m'adorent sur Facebook, tout va bien, je me sens forte, victorieuse. Donc on voit qu'elle investit énormément d'efforts pour se prouver et aux autres qu'elle va bien. Donc elle fait des efforts pour se prouver et pour se valider, pour dire tout va bien avec moi. Et elle va dire la personne cette chose-là qui était il y a 2 semaines, qui était mal, je ne comprends pas trop ce qui se passe et je ne veux même pas savoir. Hein. Donc évitement dans la personne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent, hein, qui a des crises de vie qui provoquent une activation de la PE, donc un licenciement, un deuil, une rupture relationnelle, ça c'est des états qui provoquent une activation de la PE. Hein. Mais la PE, c'est déjà quelque chose qui est ancré dans la personne à cause des expériences antérieures. Et l'évidence phénoménologique de la PE, donc comment elle se sent vraiment, c'est le trauma n'est pas terminé. Donc la personne, elle va vivre un état de panique comme à l'état de l'enfant qu'elle a été à l'âge de 5 ans. Dans une situation d'abandon ou de négligence ou de maltraitance. Ça va s'activer ici et maintenant. Hein. Et la phénoménologie de la panne, de ANP, c'est je suis dans un mode de survie, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de survivre, de gérer, de prouver que tout va bien. Hein. Et donc la personne, elle fonctionne comme ça et on comprend aussi un épuisement profond chez ce genre de personnes parce que la vie normale n'est pas une bonne vie, c'est pas la vie, mais c'est la survie et c'est fatigant de vivre ça. Et donc vous savez que il y a donc le trauma simple connu depuis les années 1980 est caractérisé par le fait que la situation est terminée et la victime est en sécurité. Hein. Et si la victime n'est pas en sécurité parce que la situation continue et elle doit se préparer à la prochaine maltraitance, ça va donner la nécessité de s'adapter, de s'arranger avec la maltraitance et de se soumettre à ce système. Et à mon avis, on trouve ça pas seulement dans les situations les plus graves, les prisons, les prises d'otages, les camps de concentration, mais on trouve ça aussi, certes, bien sûr, chez les familles, les enfants qui doivent accepter, se soumettre au régime de leur famille, de leurs parents, et aussi dans le monde du travail. On a tous besoin de gagner de l'argent, donc au final, on doit accepter des choses aussi qui souvent sont inacceptables. Et donc pour moi, un syndrome de Stockholm, où cet attachement traumatique, c'est ça le terme, ça se développe dans toute situation dans laquelle il y a une dépendance relationnelle au matériel ou un déséquilibre de pouvoir. On doit s'arranger avec son chef, avec le patriarche ou avec l'homme politique qui a beaucoup de sous. On se soumet. Et ça, on a fait depuis quelques milliers d'années et ça fait qu'on a intégré toute une manière de nous organiser mentalement aussi dans la soumission et de l'identification avec la maltraitance. Parce que c'est très important que la victime d'une telle situation, elle ne va pas vivre tous les jours avec l'idée « Ah oui, mais ici je suis maltraité, ça ne va pas, c'est horrible, je ne fais rien, qu'est-ce que je dois faire pour sortir ?» Non, la victime, elle va au final, c'est ça le syndrome de Stockholm, l'attachement traumatique, elle va s'identifier avec cette logique-là et elle va dire « C'est normal, c'est une relation significative et je suis quasiment au même niveau que l'abuseur. »
Et ça, on trouve notamment dans des relations abusives, hein, que la victime, elle va se raconter une histoire dans laquelle elle n'est pas victime. Hein. Et comme ça, elle s'identifie avec la maltraitance. Et comme ça, l'attachement, en quelque sorte, est le problème central de la vie d'une personne traumatisée complexe. Et je vous donne maintenant une sorte d'enchaînement de logique. Et ça, c'est quelque chose que j'observe vraiment beaucoup dans les thérapies psychédéliques, quand on travaille en profondeur un peu la phénoménologie de la souffrance et aussi les histoires personnelles de famille, on voit cet enchaînement. Hein. À savoir, souvent, il y a ce constat, cette pensée dépressive, je suis mauvaise, sale et pas aimable. Beaucoup de nos patients portent ça, quelque part. Après, on va voir avec cette croyance-là, cette idée, une relation sérieuse ou une relation significative est une relation dans laquelle il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de friction, et quand ça tape et c'est bruyant, ça veut dire que c'est une relation significative parce qu'elles ont vécu ça typiquement pendant leur enfance. Les parents étaient toujours en guerre, il y a beaucoup de violence interpersonnelle, et c'était associé à, ah oui, c'est ça l'amour. Hein. Ça crie, ça tape. Et quand on a intégré ça, par la suite, on trouve normal qu'on n'ait pas respecté et même maltraité plus tard dans la vie adulte. On trouve ça même excitant. Hein. Aussi, une autre phrase que j'entends souvent, je dois devenir une meilleure personne. Hein. C'est aussi un mantra de notre société, tu n'es pas bon comme tu es, tu dois t'améliorer, tu dois aller à l'école, apprendre plein de choses, plein de compétences, et seulement si tu fais ça, tu as ta place dans la société. Ça, quand même, c'est quand même bizarre. Hein. Après, ça va plus loin. J'ai traversé des épreuves. Je m'attends donc à ce que les autres en vivent autant. Hein. Donc, moi, j'ai souffert dans mes études et je trouve normal que les étudiants qui étudient la médecine doivent aussi souffrir. Hein. Donc là, on voit déjà que l'identification avec la maltraitance, elle amène la personne plus tard, à un moment donné, quand elle a le pouvoir, aussi à être vecteur de cette violence. Hein. Ou une autre phrase, il est normal que tant de gens souffrent autour de moi. Donc, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on dit, tiens, ben, c'est normal. Hein. C'est la nature humaine d'être si violente et de souffrir autant. On ne peut rien faire. Hein. Pour moi, c'est une identification avec l'abus. Hein. Et au final, et ça, on trouve dans des situations d'abus graves, abus sexuels, où on s'intéresse à la phénoménologie de l'abuseur, on réalise qu'ils sont tellement en souffrance, ces gens, qu'ils ont besoin de détruire d'autres vies par des actes sadiques pour se sentir un tout petit peu mieux, avoir un certain contrôle dans une vie misérable. À savoir, j'ai une vie de merde, donc tu ne devrais pas avoir une meilleure. Et donc, cet enchaînement de l'identification avec la logique de l'abus, elle explique que par la suite, on a un enchaînement de la psychologie, de la logique aussi, et de l'émotionnalité qui explique que certaines des victimes deviennent par la suite les bourreaux. Et pour moi, tout bourreau est un enfant traumatisé en quelque sorte. Donc, la violence est la suite d'un traumatisme non intégré. Et pour moi, cet enchaînement explique bien pour moi ce qu'on appelle le trauma transgénérationnel. Ok, ça c'est encore un déficit vraiment neurobiologique bien établi qui explique le problème d'une personne traumatisée complexe ou dissociative, hein, à savoir, c'est la partie émotionnelle. Elle vit encore dans la situation de menace, de stress, de trauma du passé, parfois il y a 20, 30, 40, 50 ans. Et cette partie, elle s'active comme si c'était aujourd'hui. Et donc, neurobiologiquement, ça correspond à ce qu'on appelle un déficit de contextualisation. À savoir, la personne, elle n'est pas réellement dans le contexte du moment aujourd'hui, mais le contexte, la perception du contexte aujourd'hui est profondément biaisée dans la perception par un déséquilibre du traitement de l'information. Et ça se passe surtout dans le cortex préfrontal. Hein. Donc, une zone là, en jaune, qu'on appelle DACC, cortex singulaire dorsal antérieur, elle est trop active chez ces personnes. Et une autre zone, c'est le cortex préfrontal ventromédial qui n'est pas assez actif. Hein. Et donc ça, c'est une modification des activités neuronales acquises
en raison des traumatismes qui fait que par la suite, tout stimulus qui arrive dans le présent est interprété de manière biaisée et ça se traduit par quelque chose qu'on appelle hypervigilance, safety never. Je ne suis pas en sécurité. Hein. Toute chose qui m'arrive est dangereuse. Et c'est ça que vivent beaucoup de personnes et c'est très fatigant. Et les gens finissent pour se calmer aussi, à boire de l'alcool, prendre des substances, parce que c'est très fatigant et très éprouvé à vivre ça tous les jours. Hein. Donc ça, c'est le pathomécanisme le plus important des séquelles post-traumatiques. Et je souligne ça surtout aussi de voir la connexion entre trauma et addiction, parce qu'il y a des études qui montrent que vous avez cet déséquilibre dans le cortex préfrontal, vous avez le jaune, vert et rouge, hein, et vous avez ça dans les études sur les personnes traumatisées avec une problématique anxieuse, et les mêmes zones sont en déséquilibre chez les personnes addictes. Hein. Donc, en quelque sorte, trauma et addiction, au niveau du traitement de l'information dans le cortex préfrontal, c'est la même chose. C'est un déséquilibre acquis qui fait que par la suite, l'amygdale et le neue accumbens sont régulés de manière déséquilibrée. À savoir, les gens, leur conscience, leur appareil mental de traitement de l'information n'est pas capable de réguler l'amygdala pour la peur et le neue accumbens pour l'addiction comme une personne qui n'a pas ce déséquilibre. Donc, ça va, pour un rien, ça va activer ça. Hein. Et ça explique donc cette comorbidité très importante entre les troubles addictifs et les troubles post-traumatiques. Et l'origine des deux, à mon avis, est le même, à savoir un trauma non intégré chez ces personnes. Et par la suite, ces deux zones-là, on les voit apparaître dans vraiment beaucoup de systèmes de traitement de l'information dans le cerveau, chez l'être humain. Et ça a un impact majeur de la personne à être en relation avec soi-même, avec les autres, de réagir à des récompenses, à l'applaudissement, au soutien. Est-ce que la personne est méfiante ou elle peut accepter? Ou alors aussi très important dans la sexualité et dans les relations intimes. Hein. Donc c'est ça, l'attachement traumatique, ça va pousser la personne à tomber amoureuse des personnes qui ont le même pattern de violence interpersonnelle que les personnes proches pendant l'enfance, parce qu'elles trouvent ça normal et voire excitant sexuellement. Hein. Et ça, c'est des choses qu'on peut expliquer aujourd'hui par ce dérèglement acquis du traitement de l'information au niveau cérébral. Et donc, juste pour vous dire, quand on regarde avec les psychédéliques auxquels je m'intéresse, on voit bien sûr des études, et je ne vais pas aller trop dans le détail, où on voit que ce traitement de l'information, on appelle ça le default mode network, où l'information est traitée d'une certaine manière, un biais de perceptivité. Et pendant les séances psychédéliques, ça c'est complètement renversé, c'est complètement arrêté. Donc l'information, ça circule de manière différente et les personnes voient plus, tout d'un coup, ils voient des choses qu'ils ne voient pas d'habitude parce que c'est biaisé. Hein, très important. Maintenant, j'arrive encore un peu plus à l'épidémiologie. Donc la ACE study, peut-être vous avez entendu parler, c'est une grosse étude de follow-up sur les événements de vie hautement stressants auxquels les enfants et les adolescents doivent faire face aux États-Unis. Et vous avez, dans le chercheur, défini en haut à gauche 10 facteurs de stress répétitifs dans une famille. Abuse, donc maltraitance, neglect, négligence et household dysfunction, un dysfonctionnement chez les parents, dans le ménage, notamment une problématique psychiatrique chez un parent, une addiction chez un parent, la violence entre les parents. Hein. Tout ça, ce sont un divorce, une séparation. Ça, ce sont des facteurs de stress majeurs et de longue durée pour un enfant. Hein. Et les études montrent, quand on demande la population représentative moyenne aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez vécu comme chose difficile dans votre famille jusqu'à l'âge de 18 ans? On voit des chiffres quand même assez choquants, à savoir seulement 33% des Américains disent « j'ai eu la chance de grandir dans une personne où il n'y avait rien de tout ça ».
Seulement un tiers. Donc, les 2 tiers ont grandi avec un de ces facteurs de stress répétitifs. Et là-dedans ne sont pas encore comptés les facteurs de stress à courte durée. Hein. Donc, un accident, un décès, une violence, un shooting, ce n'est pas compté là-dedans. Hein. Mais on voit aussi que 10% des Américains normaux ont grandi dans des foyers dans lesquels il y avait 5 ou plus de ces facteurs. Donc, c'est énorme. Donc, chaque 10e personne a grandi, a dû s'arranger avec la présence de 5 ou plus de facteurs hautement stressants et répétitifs. Et quand vous faites par la suite, et ça c'est le tableau en bas, des corrélations statistiques entre le nombre de facteurs de stress dans l'enfance et la problématique addictive chez une personne adulte, vous voyez des corrélations qui sont hautement significatives. Hein. Et donc, on peut vraiment dire l'addiction est corrélée à l'exposition à des traumatismes dans l'enfance. Et j'aime bien cette phrase de ce chercheur qui dit donc, étant donné que les expériences adverses durant l'enfance sont majoritairement à l'origine des problèmes graves liés à la consommation de drogue, si nous souhaitons réduire la consommation de drogue, il faudra que la pédiatrie ou la société accorde une attention particulière à ce type d'expériences courantes, stressantes et perturbantes vécues pendant l'enfance. Donc la meilleure manière de réduire la problématique des addictions dans la société, ce n'est pas la restriction de l'accès aux substances, de toute manière on va échouer à faire ça, mais c'est de mieux traiter les enfants. Et donc cette étude a aussi montré que cette adversité pendant l'enfance est corrélée avec plein d'autres problèmes de santé et sur le plan social plus tard dans la vie. Donc aussi diabète, cancer, hypertension, carrière de délinquant, dette, chômage. Tout ça, c'est hautement lié à le fait que la personne a été exposée à des facteurs de stress pendant sa jeunesse. Et on peut résumer un peu les connaissances en disant qu'un enfant qui a été grandi dans une famille très dysfonctionnelle a une espérance de vie significativement réduite. Donc ça a des réelles conséquences. Et un des livres qui résume ça de manière magistrale, de Ruth Lanius, j'aime bien, je le cite toujours ce livre, parce que les évidences scientifiques, on les a, et on les a depuis quelques temps déjà, on connaît tout ça, c'est rien de révolutionnaire, ce que je vous présente ici, mais on ne tient pas compte dans le discours politique, scientifique, éducatif, on prétend, à mon avis, toujours en dire « Ah oui, le trauma, c'est rare, ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas ma famille, etc. » Seulement les patients sont concernés, mais tout le reste va bien. Et je trouve qu'on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Hein, et j'aime bien ce sous-titre de ce livre, « The Hidden Epidemic hein, », l'épidémie cachée dont on ne parle pas. Bien. Je pense, je ne vais pas trop aller, ça c'est un peu le sujet de mon livre. Peut-être quand même ça. Moi, je suis d'avis que ce que Panksepp a dit, l'acceptation sociale est la première addiction de l'être humain. Quand vous rappelez le separation distress, le besoin fondamentalement important pour la survie de l'enfant d'avoir l'acceptation de sa mère. Si l'enfant est rejeté par sa mère, c'est la mort garantie. Hein. Et donc cette importance d'être en lien avec quelqu'un d'autre, ça caractérise notre enfance. Et la grande question, est-ce qu'en tant qu'adulte, on va apprendre à nous libérer de cette dépendance affective à autrui et on va apprendre à nous accepter et nous valider nous-mêmes, à développer l'amour propre et l'acceptation de nous-mêmes. Et mon hypothèse, c'est qu'on est, pour des raisons traumatiques et structurelles, on n'apprend pas suffisamment de se libérer de l'importance de la validation externe de notre société. On reste dépendant de la validation externe par le travail, par l'argent, par les social media, par les contacts. Et on ne cultive pas assez l'amour propre. Et cette manque d'amour propre est aussi la raison pour les conduites addictives. Parce qu'on doit substituer de l'extérieur quelque chose qu'on n'arrive pas à nous donner à l'intérieur. Et ça, c'est un peu, pour moi, c'est parfaitement bien dit par Jacques Panksepp dans le livre « L'acceptation sociale est la première addiction de l'être humain » et c'est ça le problème de notre société. Oui.
On est bientôt à la fin. Donc, je ne vais pas parler sur l'archétype du vampire. Je notais ça. Je voulais juste encore dire un mot sur les psychédéliques, dont on parle beaucoup. Hein. Beaucoup pensent que c'est vraiment ça qui va tout changer, c'est la panacée, etc. Bien sûr, on ne peut pas le voir comme ça. Je veux juste vous dire, il y a beaucoup de gens qui posent la question, mais pourquoi ce sont des substances classées illicites? Est-ce qu'ils sont, donc ils sont en fait dangereux, addictifs, hein? Donc, mais juste pour vous dire, les psychédéliques, LSD, psilocybine, ça n'entraîne pas de l'addiction. C'est très clairement établi parce que ça n'agit pas sur le système de récompense dopaminergique. Hein. Ça agit sur le récepteur sérotonergique. Ça modifie complètement le flux, le traitement de l'information et l'état émotionnel. Mais c'est très important, il n'y a pas une expérience agréable au sens hédonique. On ne peut pas prendre du LSD et dire je vais passer un bon moment, ça peut aussi être le contraire. Hein. Et aussi un autre facteur très important, il y a une tolérance immédiate et croisée. Quand on entend tolérance, mais on dit oui, mais c'est ça la définition d'une substance addictive, elle vient d'une tolérance. Mais la tolérance chez les psychédéliques, elle est tellement importante qu'elle rend impossible la prise répétitive. À savoir, si vous prenez un jour, aujourd'hui le LSD, demain, vous devez doubler la dose pour avoir le même effet, et dans 3 jours, c'est quasiment inefficace. Hein. Donc, c'est impossible de prendre ces substances de manière compulsive, comme c'est typique pour les substances addictives que l'on connaît. Hein. Très important. Autre chose, on connaît aussi que les personnes qui prennent ces substances, ils ont plutôt une santé mentale meilleure ou normale que la population qui ne les prend pas, en quelque sorte, même dans un contexte non médicalisé. Il y a des études qui montrent ça. Je fais aussi une analyse par rapport à ça qui montre que les psychédéliques, en quelque sorte, n'altèrent pas la santé générale d'une personne, même si c'est pris dans un contexte non médicalisé. Et bien sûr, comme toujours, il y a des exceptions à cette règle, kétamine et MDMA, ça c'est quand même des substances psychédéliques qui ont un certain potentiel addictif et on le voit aussi dans le monde de la nuit et il y a aussi des usagers qui les utilisent vraiment de manière abusive, donc là il faut rester attentif. Ça c'est encore comment agissent les psychédéliques, c'est l'idée que normalement l'information est filtrée par le thalamus, c'est la structure ici qu'on voit ici au milieu, comme un chapeau au milieu du cerveau, et normalement 95% de l'information qui transite est bloquée. Hein, et avec les psychédéliques, ce blocage est levé et tout d'un coup il y a beaucoup d'informations qui émergent et cette information peut apporter des informations qui aident. Hein, mais aussi des informations qu'on ne veut pas voir, qu'on a mis de côté, et ça peut donner par la suite un bad trip. Hein. Donc les thérapeutes doivent être bien formés pour accompagner ça, et moi je suis actif, je veux juste mentionner depuis des années, à former des thérapeutes pour les thérapies psychédéliques. Je n'ai pas le temps de tout présenter ça, mais pour moi, c'est vraiment très important qu'on va pas que regarder les effets des psychédéliques, mais surtout la culture intellectuelle, épistémique dans laquelle on accompagne ce genre d'expérience, parce que si on n'est pas rigoureux là-dedans, on risque de se perdre dans quelque chose qui n'est pas beau à voir, notamment identité de victime, inflation de l'ego, court-circuitage spirituel et aussi la possibilité de manipuler et d'abuser des personnes avec des substances psychédéliques. Donc je trouve c'est des outils très intéressants, mais il faut les utiliser avec beaucoup de précautions. Hein. Il ne faut pas croire qu'on fait des thérapies psychédéliques et tout va bien par ça. Donc je forme moi-même aussi des personnes dans ces approches, si ça vous intéresse. Et j'ai fini en vous disant merci.